aujourd'hui, on va parler de... Alors déjà, une petite introduction, pardon, avant de commencer, sur le club. Donc, le club des entrepreneurs Owners Manager est un des... On fait des essentiels. Voilà. Donc, merci à tous d'être présents. Merci à toi, Pierre. Donc, pour commencer, je voudrais qu'on se mette d'accord sur quelles sont les causes aujourd'hui de ce ralentissement d'activité. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en phase on peut dire, de ralentissement. Il y a 10%, semble-t-il, qui sont plutôt en suractivité. Toutes celles qui sont concernées directement par des besoins immédiats, ceux qui fabriquent des gels, ceux qui vendent des masques, beaucoup dans le domaine de la santé. Mais pour résumer un peu, il y a certaines entreprises qui sont fermées juste par décision administrative. Il y a d'autres qui, aujourd'hui, ont des problèmes d'approvisionnement parce que ce qu'on vend ou ce qu'on produit n'est pas tout à fait disponible comme avant, donc ça ralentit beaucoup. Il va y avoir des changements de comportement des clients qu'on sait anticiper ou qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, parce que ça dépend de tellement de facteurs. Mais je dirais ne pas oublier, un train peut en cacher un autre, il y a aussi des entreprises qui ont déjà des problèmes ou qui avaient des problèmes avant la crise, et ces problèmes vont être peut-être accentués, aggravés par la crise, ou pour d'autres, c'est peut-être salutaire, parce que la mise au ralenti avec les aides de l'État vont aujourd'hui, on va dire, pallier une insuffisance qui existait avant, mais sont tout à fait salutaires pour certaines entreprises qui vont pouvoir passer le cap grâce aux aides, alors qu'elles n'auraient pas eu droit à ces aides-là en temps normal. Donc, bien comprendre comment ça se passe et pourquoi, pour quelles raisons aujourd'hui votre activité est ralentie et comment prévoir le démarrage. Bien sûr, dans les périodes de ralentissement ou de crise économique, cash is king, comme on dit, c'est très important. Les entreprises meurent pas parce qu'elles ne sont pas rentables, elles meurent parce qu'elles n'ont plus de cash disponible. Donc, plus que jamais, la valeur du cash disponible est cruciale pour tout le monde. Ce que j'aimerais aussi en fait raconter comme histoire dans la reprise, on peut avoir des reprises de différentes façons. Et pour moi, j'aime bien, en fait, je raconte l'histoire du boulanger parisien au mois d'août. Pour ceux qui habitent Paris ou d'autres villes, il y a plein de boulangeries qui sont fermées naturellement pendant les vacances d'été. Si on regarde juste leur activité pendant ce mois d'août, elle est zéro. Et la plupart vont payer les salaires, le loyer. C'est pas forcément un arrêt de travail sans subir les charges. Mais la différence, c'est que tous les 1er septembre, les boulangers savent que ça va être une reprise qui va ressembler à tous les septembre. Donc, on reprend une activité quasi à la normale comme avant. Ça peut être le cas de pas mal d'entreprises. Ce que je dis, c'est que si on regarde le compte d'exploitation d'une boulangerie fermée au mois d'août, le PNL du mois d'août est catastrophique. Et ce n'est pas le point. Si on regarde celui du trimestre, il est mauvais. Mais si on rapporte ça à l'année, sur de longues durées, effectivement, cette coupure du mois d'août est absorbée dans un autre et en elle-même n'est pas un problème. Il aurait suffi d'avoir le cash pour passer le cap, c'est ce que font tous les boulangers. Ils ont déjà anticipé le fait qu'ils ont, pendant le mois d'août, des charges sans chiffre d'affaires et tout se passe bien. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Le mois d'août, déjà, par rapport au ralentissement ou des fermetures administratives, même si la reprise était totale, immédiate après, ben, ça peut durer plus longtemps qu'un mois, alors plus ou moins longtemps. Et la reprise et le démarrage peuvent ne pas se faire d'une façon immédiate, elle peut être linéaire ou progressive, et c'est ça qui est important en fait de comprendre. Donc, si on parle de cette reprise, quand ça va revenir à quelque chose de normal, le temps que ça revienne à la normale, vous allez voir ici, c'est une diapo où il y a plein de critères qui vont faire la complexité de ce que vivent les entreprises aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir le même type d'activité identique avant ou c'est quelque chose de très différent ou c'est juste une petite évolution par rapport au passé? Est-ce que je vais vendre les mêmes produits et services? Est-ce que mon business model doit être le même ou pas? Est-ce que mes clients sont ici, ont les mêmes demandes? Est-ce que je vais faire le même marketing? Est-ce que mes fournisseurs ont des produits disponibles? Est-ce qu'ils sont en rupture de stock? Est-ce qu'ils sont fiables? Donc, tous ces paramètres. Est-ce que mes salariés sont eux-mêmes disponibles? Est-ce qu'ils vont être sur site? Est-ce qu'ils vont travailler en télétravail? Qu'est-ce qu'on peut faire en télétravail ou pas? Etc. Est-ce que je vais avoir des nouvelles normes d'hygiène, de sécurité que je devrais mettre en place?
tous ces paramètres, si vous prenez chacun d'entre eux, a tellement de variantes possibles et va changer d'une semaine à l'autre en fonction des mesures administratives, de la réalité du terrain, du comportement des clients, de l'ouverture des frontières ou pas. Est-ce que les touristes vont être là ou pas? Est-ce que les gens vont se déplacer? Est-ce que les supply chains vont être rompus ou reprendre avec la même fiabilité et fluidité qu'avant? Il me semble que dans la reprise, chacun de ces paramètres va varier et tous vont varier en même temps et différemment, qu'un pilotage quasi à la semaine devient indispensable. Donc, pilotage pour l'activité, bien sûr, mais aussi pilotage pour la trésorerie. Je reviens, le nerf de la guerre et le critère de survie, ça va être la trésorerie. Donc, pour schématiser, j'ai mis 4 types ou modèles de reprise possibles. Donc, le modèle A, c'est le fameux modèle du boulanger. Donc, dès qu'on est autorisé à ouvrir, tout revient à la normale. Je n'ai pas de problème ni d'approvisionnement, ni de trouver les clients, ni de reprendre une activité. Donc, ça, c'est le modèle A. Le modèle B, c'est une reprise linéaire progressive. Le modèle C, c'est en dents de scie. On va avoir des choses qui reprennent, puis un nouveau ralentissement, un changement. Ça peut être un fournisseur qui n'est plus disponible ou un changement de modèle qui fait qu'on a besoin de reprendre un peu de recul sur certaines choses, des gens, encore une fois, disponibles ou pas, l'effet peut-être des vacances d'été. Tout ça, ça peut varier comme ça en dents de scie. Et pour d'autres, malheureusement, ça peut plonger. Et tout de suite, je voudrais passer un petit sondage pour voir, pour les personnes présentes ici, qui, en fait, où vous situez. Voilà, je vais lancer le sondage tout de suite. Voilà, vous allez voir s'afficher sur vos écrans. 5 questions. Donc, la première question, c'est sur les fameux modèles. A, donc la reprise immédiate. Je vous laisse voir le reste. On se prend 1 minute pour les réponses et je partagerai les résultats avec vous. Nous avons 21 réponses sur 37. 22. Qui dit mieux? « 27 réponses, 28. Est-ce que tout le monde a fini de répondre? Encore 1 ou 2 personnes, 33 réponses sur 37. Bon, on peut... C'est bon, on va regarder les résultats. Je vais... Oui, je vais repartager mon écran, comme ça on pourra tout voir. Voilà. Est-ce que vous voyez tous les résultats? Oui, très bien. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour le scénario, c'est le scénario B, remontée progressive, 61%, donc 20 personnes. Des hauts et des bas, on est à 21%. Et on va dire le scénario D,
que 3 personnes, 9%. Donc, heureusement, pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Sur le niveau d'actuel du chiffre d'affaires, donc 50%, 39% d'écart. Donc, on est plutôt à des activités réduites. Et pardon, qu'est-ce que je dis? Voilà. Et il y a toujours une exception, des gens en suractivité, on sait très bien. On va voir le piège en fait des ralentissements et accélération des activités. C'est ça qui donne les tensions sur le cash en fait, par rapport à des régimes de croisière où les besoins de cash sont plutôt constants, prévisibles. C'est quand on a des ralentissements et des accélérations que ça peut générer soit artificiellement un surplus de cash, mais qui ne va pas durer, ou inversement des besoins de cash alors qu'on est en plein développement et rentable. On va avoir des problèmes de trésorerie qui vont venir eux-mêmes être le problème. Le niveau des coûts fixes, pour beaucoup d'entre vous, je vois, ne sont pas extrêmement réduits. Donc, on est à plus de 75% dans la moitié des cas. Donc, un peu moins de coûts fixes que d'habitude. Et ceux qui prévoient des problèmes de trésorerie, 55%. Donc, à voir. Donc, et ceux qui ne prévoient pas à 40%, mais on ne sait jamais, bon, on va voir éventuellement combien vous êtes équipé. Et vous avez sans doute raison, si vous avez bien anticipé les choses, vous n'en aurez peut-être pas. Et pour ceux qui ont un prévisionnel de trésorerie, 67%, ben c'est normal, les chefs d'entreprise responsables ont ça. Voilà. Merci encore. Je passe du coup, voilà. Je passe la parole à Pierre. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou des attentes particulières? Vous pouvez soit prendre le micro. Est-ce que vous voyez la main pour lever la main? Bon, pas de questions. Sinon, le chat, c'est moi qui surveille. À toi, Pierre. On t'écoute. Merci Joe pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Merci de m'indiquer si vous voyez bien tout ce qui s'affiche. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Tu peux mettre en mode voilà, présentation. Bien. Merci Joe pour cette introduction. L'idée, c'est de partager avec vous, bien sûr, les outils qu'on met en œuvre chez nos clients. Ce sont des outils que moi, j'ai construits au fil des années dans des sociétés qui étaient, si on utilise le vocable traditionnel, in bonis ou parfois en procédure. Donc, des sociétés qui n'étaient pas encore passées au tribunal de commerce ou des sociétés, pour certaines, qui étaient passées au tribunal de commerce. Donc, on a cherché au fil des années, mon équipe et moi, à construire des outils qui soient vraiment pragmatiques, pratiques, de manière à faire réellement du pilotage stratégique. Et ça, c'est un point sur lequel on va pas mal revenir. Donc, on a construit une présentation durant laquelle on va effectivement réexpliquer pourquoi, de notre point de vue, un pilotage de la trésorerie, surtout en période de crise, est un pilotage stratégique pour le directeur général ou pour le dirigeant de l'entreprise, et pas seulement un outil de direction financière. Et ça, c'est un des points clés je pense, de notre propos. Pourquoi effectivement piloter la trésorerie en temps de crise? Joe l'a dit, ça paraît être une évidence, mais je pense qu'il y a des évidences qui sont bonnes à redire. C'est la trésorerie qui fait que l'entreprise va pouvoir survivre et passer le cap ou non. Et puis en fait, on va ensuite rapidement parler de la manière dont, de notre point de vue, il faut construire ce prévisionnel de trésorerie pour en faire un outil de pilotage, c'est-à-dire pour pouvoir mettre en œuvre des leviers qui vont permettre d'améliorer cette trésorerie et de passer la période, les caps difficiles. Le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est réellement le fait que le pilotage de la trésorerie est un des outils stratégiques pour la direction générale en période de crise. Il ne s'agit pas de sortir une boule de cristal, il s'agit réellement de voir de quelle manière on va pouvoir construire la pérennisation de l'entreprise par son cash.
Joe l'a dit, cash is king, c'est une phrase qu'on a tous entendue à maintes reprises, mais sans cash, la société ne peut pas survivre, même si son activité est rentable. Et je pense qu'on a pour la plupart quelques notions de comptabilité. On sait qu'une entreprise peut gagner de l'argent et pour autant se retrouver en cessation de paiement faute de cash. Donc le cash est clé pour déterminer l'évolution de l'entreprise. De ce fait, il s'agit bien d'un outil de direction générale. Souvent, le directeur général, c'est quelque chose qu'on a vu sur des entreprises de taille moyenne à de nombreuses reprises, la direction générale délègue la gestion de la trésorerie à sa direction financière, qui donne une position cash, qui dit oui, globalement, on passe, on ne passe pas, ça va, on a un risque à telle échéance. Et la direction financière a un pilotage quasiment en autonomie de cette trésorerie. Notre point de vue est qu'il est absolument indispensable pour la direction générale de prendre en main ces outils et d'avoir un outil qui corresponde à sa vision de pilotage, donc une vision d'hélicoptère qui lui permet de comprendre l'ensemble des paramètres de la gestion de trésorerie, puisqu'en période de crise, une fois de plus, c'est bien ce qui va permettre à l'entreprise de passer le cap ou non. Donc, il ne faut pas confondre les outils de direction financière et les outils de direction générale. La direction financière doit amener les éléments qui permettent à la direction générale de faire les arbitrages. Le problème quand la prévision de trésorerie est totalement déléguée à la direction financière est que, quelque part, la direction générale n'a pas les moyens de procéder aux arbitrages ou d'aller activer les leviers qui sont nécessaires pour passer la période difficile. Donc ça, c'est vraiment un point clé sur lequel on insiste beaucoup. Alors, parfois, les entreprises ont été organisées comme ça historiquement. Parfois, le directeur général n'est pas à l'aise avec ces notions et préfère finalement se consacrer aux opérations. Dans tous les cas, de notre point de vue, il est indispensable dans la période actuelle que les directeurs généraux prennent la main sur ces sujets. Je pense que c'est un point qu'on partage, une vision qu'on partage avec Joe de longue date. On a vu trop d'erreurs liées à ce problème de délégation de ces aspects financiers. Alors pourquoi? La première raison, elle paraît évidente, mais il est bon de la rappeler, et que c'est bien le cash qui fait que la société est in bonis ou doit tomber dans le cadre des procédures judiciaires. In bonis, ça veut dire que la société a les moyens de payer son passif. En procédure judiciaire, la société est passée en cessation de paiement, donc doit déposer le bilan auprès du tribunal de commerce et de fait se retrouve dans une procédure dans laquelle le dirigeant n'a plus la main et les actionnaires n'ont plus la main. Je pense que c'est un point extrêmement important à rappeler. Tant que la société a du cash, et la définition juridique est très claire, on ne va pas rentrer dans un débat ni de juriste, ni très financier, mais la définition est très claire. Tant que le passif exigé est inférieur à l'actif disponible, c'est-à-dire tant que la société a du cash pour payer ses dettes, elle est in bonis. Le jour où ça n'est plus le cas, elle est de facto en dépôt de bilan, en cessation de paiement, et elle doit donc déposer son bilan. À partir du moment où ce dépôt de bilan a été effectué, le dirigeant se retrouve au tribunal de commerce avec un administrateur judiciaire qui tient les rênes de la société. Et une décision peut être prise pour vendre tout ou partie de l'activité, pour changer l'activité, pour mettre en place des plans de cession, des plans de licenciement, etc. Le dirigeant n'a plus la main. Donc, la clé de tout ça, c'est bien la maîtrise du cash. Et de ce fait, la maîtrise du cash est bien un outil de direction générale, un outil de pilotage stratégique. Voilà, on n'ira pas plus loin sur ces notions-là. Je vous donnerai un certain nombre de liens et de sources sur ces sujets-là. On a écrit pas mal dans notre cabinet sur ces sujets. Toutes ces ressources sont à disposition gratuitement. Donc, n'hésitez pas à aller relire tout ça. Je pense que c'est des notions qui sont bonnes à avoir en tête. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de procédures qui permettent également aux dirigeants, avant une cessation de paiement,
de négocier avec ces créanciers. On y reviendra rapidement. L'objectif, Pierre, c'est pas… Oui. je voudrais en fait à la fois te remercier et renforcer le point. Ce qu'on voit régulièrement, en fait, c'est des entrepreneurs ou des dirigeants optimistes, et c'est bien d'être optimiste, c'est formidable d'être optimiste, mais qui, à un moment donné, vont dire c'est trop coûteux de mettre les outils en place parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps d'ailleurs, et qui vont, en espérant passer le cap, comme ceux qui font de la voile et qui pensent qu'avec ce cap-là, on va juste passer au large des rochers, et finalement, tu te retrouves trop tard avec le mur trop proche, et là, ils vont passer des mois, voire même parfois une année complète dans des procédures où ils vont passer leur temps, leur énergie plutôt dans des procédures administratives à sauver la boîte de la faillite plutôt qu'à s'occuper de la stratégie et du développement opérationnel. Et c'est cet investissement préalable qui n'est pas toujours bien estimé, évalué, et sans doute parce qu'on est aussi optimiste, qui est une très bonne chose. Mais attention, je pense que ça mérite au moins de comprendre quelle est la partie utilisable stratégiquement. Je pense que dans la suite, vous allez voir, Pierre donne de bonnes recommandations pour regarder plutôt les grands blocs, pas forcément les rapprochements au centime, parce que ça, c'est pas utile, mais au moins comprendre les grands blocs. Alors, Joe a parlé tout à l'heure des scénarios de reprise. Effectivement, il est important de garder en tête une notion essentielle. La trésorerie n'est pas le compte de résultat. Et on peut avoir une société en pleine accélération qui se retrouve en dépôt de bilan. C'est un cas qu'on a déjà vu à maintes reprises. Parce qu'une phase d'accélération peut nécessiter de mobiliser beaucoup plus de trésorerie qu'une phase de décélération. On a comme ça un certain nombre de cas dans lesquels finalement une crise permet d'engranger du cash, on achète moins, donc on a moins de stocks ou de matières premières à financer, on encaisse les clients passés, donc de fait on se retrouve dans des situations de trésorerie qui peuvent être favorables. Et la phase d'accélération, au contraire, nécessite de réinvestir massivement dans des achats de matières premières, dans de la sous-traitance, le cas échéant avec des conditions financières, des conditions de paiement qui se sont dégradées parce que les fournisseurs ont durci leurs relations et vous êtes prisonnier d'un fournisseur. De ce fait, vous devez mobiliser beaucoup plus de cash. Les encaissements vont tarder à venir, avec parfois des clients qui peuvent tarder également à payer. Donc, on peut se retrouver comme ça dans des effets biseaux extrêmement violents, avec une activité qui est très rentable, qui est en pleine accélération, et la reprise peut parfois être aussi dangereuse que la crise elle-même. Donc, le prévisionnel et la vision stratégique de sa trésorerie permettent bien d'anticiper ça. Il est parfois urgent de ralentir dans une phase de réaccélération pour ne pas se mettre en danger de trésorerie, ou en tout cas de mettre en place des leviers qui vont permettre de dégager les financements, le cash qui va permettre d'absorber cette croissance. Donc, une fois de plus, attention, la reprise est aussi dangereuse que la crise elle-même, et soyez vigilants sur votre trésorerie parce que le prévisionnel de trésorerie vous donnera la visibilité qui vous permet de savoir si effectivement la phase d'accélération sera une phase que vous pourrez absorber. Alors, on construit cette présentation en deux parties, deux petites parties. Il s'agit, une fois de plus, de donner un certain nombre d'éléments de réflexion et puis après, bien sûr, de vous donner les moyens de creuser tout ça. La première question, c'est finalement comment est-ce qu'on construit une trésorerie qui permette un pilotage stratégique au niveau de la direction générale et comment l'analyser. Et puis ensuite, on parlera effectivement des leviers qu'on peut mettre en œuvre. Joe, si tu veux intervenir ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais avancer sur mon propos, donc sur la construction de ce prévisionnel de trésorerie et l'analyse de ce prévisionnel de trésorerie. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que le prévisionnel de trésorerie tel qu'on le conçoit dans nos missions n'est pas un outil de direction financière, c'est bien un outil de direction générale. J'ai vu, au travers de tous les cas qu'on a pu analyser, de toutes les entreprises dans lesquelles on intervient, pas mal d'erreurs à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a vu des clients confondre le prévisionnel de trésorerie qui leur permettent de faire un pilotage, d'effectuer un bon pilotage,
avec tout un ensemble d'autres outils qui ont tous leur utilité, mais qui ne sont pas des outils de pilotage stratégique. Le grand classique, le dirigeant nous amène une position cash fin de mois. Il nous dit, bah voilà, moi je connais ma position cash fin de mois. Oui, mais quelle est la lisibilité, quelle est la prévision sur l'avenir? On n'a pas de prévisionnel. La deuxième chose qu'on a vue de manière régulière, c'est un rapprochement bancaire, qui est là aussi un outil indispensable, mais qui n'est, une fois de plus, qui ne donne aucune visibilité, aucune lisibilité sur l'avenir. On a travaillé pas mal dans des groupes qui ont des outils financiers intégrés, structurés, dans lesquels les filiales ont des outils de reporting et utilisent ces outils de reporting comme leurs outils de pilotage et de management au quotidien. Souvent, les outils de reporting ont des formats qui correspondent à une consolidation groupe, mais qui ne sont pas, une fois de plus, des outils qui vont permettre à l'entreprise elle-même ou à la filiale elle-même de piloter. Et la dernière chose que j'ai vue dans certaines sociétés d'une bonne taille qui avaient vraiment des ressources en contrôle de gestion, en compta finance, ce sont des prévisionnels de trésorerie extrêmement détaillés, où on a quasiment toutes les lignes du plan comptable qui sont reprises au quotidien. Donc on a une lecture on ne peut plus détailler des mouvements de trésorerie. Et de ce fait, le dirigeant n'a plus aucune vision d'hélicoptère. Une fois de plus, il faut garder en tête l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir naviguer dans la tempête ou piloter avec une vision d'hélicoptère. On prend l'image qu'on souhaite. Donc, c'est bien de savoir quel est le cap qu'on donne à son entreprise et est-ce qu'on est sûr qu'on va éviter tous les écueils dans cette navigation en pleine tempête. Il ne s'agit pas… Pardon. Vas-y, je t'en prie. Pour caricaturer un peu, quand on est en période de tension ou de difficulté, j'entends souvent des chefs d'entreprise dire qu'ils consultent leur compte en banque pratiquement plusieurs fois par jour, en tout cas plusieurs fois par semaine, sinon tous les jours. Mais en revanche, ils ne savent pas sur le cash disponible sur le compte en banque, quelle est la partie qui leur appartient ou pas, parce qu'elle est due à quelqu'un d'autre. Et au mieux, quand on a une visibilité sur le mois, on sait ce qu'on va payer dans le mois, mais on ne sait pas ce qui va être dû au trimestre. Et du coup, c'est extrêmement en fait, contre-productif, parce qu'on a une obsession de regarder qu'est-ce qu'il y a sur le compte en banque, mais on n'a pas les outils pour faire la part des choses entre ce qui est dû, ce qui va nous rester et ce qu'on doit prévoir pour des paiements futurs. On a comme ça alerté un certain nombre de clients qui avaient des TVA à régler au trimestre, avec des situations de trésorerie relativement confortables. En période de ralentissement, vous encaissez moins. La TVA est à sortir au trimestre et vous savez tous que la TVA est une des taxes qui n'a pas bénéficié de report de paiement. Il y a des entreprises qui ont arrêté d'encaisser et qui ont dû sortir 3 mois de TVA d'un coup en pleine crise. Là, effectivement, il peut y avoir des problèmes assez violents. Donc, effectivement, il faut éviter ces erreurs et rester sur une vision d'hélicoptère ou sur un radar de bateau. Choisissez l'image que vous préférez. Alors, comment est-ce qu'on construit pour nos clients ce prévisionnel? C'est assez simple. La première chose, c'est qu'il faut garder en tête cette vision qu'on doit réfléchir en grande masse. Alors, toute la question est toujours, mais finalement, quelles sont les grandes masses à construire? Vous imaginez bien que les grandes masses sont les masses sur lesquelles soit vous allez avoir des règlements obligatoires, soit vous allez pouvoir générer des leviers. Donc, comment est-ce qu'on peut regrouper l'ensemble des encaissements et des décaissements qu'on a effectués sur des lignes qui soient suffisamment précises pour pouvoir permettre une analyse, mais suffisamment agrégées pour garder cette vision d'ensemble. Et tout le travail consiste à trouver la bonne granularité dans cette construction. On vous fournit des exemples, donc vous pourrez tout à fait consulter tout ça. C'est en libre accès. L'idée, c'est vraiment de réfléchir en fonction de vos problématiques, de vos entreprises, sur ce que sont les grandes masses qu'il est nécessaire de construire. Un exemple classique, et j'en prends juste un seul, le compte client. Vous avez des encaissements à effectuer.
Ah, nous avons perdu Pierre. Bon, désolé, nous avons perdu Pierre tel que je vois. Bon, ben Jean-Pierre est revenu. J'ai été coupé, je suis désolé. Non, c'est bon. Je repartage Tu es mon de écran. retour. Merci. J'ai été coupé, quoi, quelques secondes, vous savez? Et sur les grands blocs, donc tu peux continuer à partir de là, c'est D'accord, très bien. d'accord, très bien. Donc, comment est-ce qu'on procède? La première chose, c'est que alors, je vous ai fait une petite checklist, mais je vais juste sortir les 2-3 points essentiels de notre point de vue. La première chose, c'est que on fait toujours un prévisionnel de trésorerie à la semaine. Nous considérons qu'un pilotage au mois en période de crise avec des risques majeurs est un pilotage qui reste pas suffisamment précis. Ensuite, nous faisons un pilotage sur 6 mois en général, avec un minimum de 13 semaines qui couvre les périodes de charges trimestrielles qu'on a à payer. Donc, c'est un prévisionnel glissant. Alors, certains peuvent avoir peur, en fait, de réaliser un pilotage à la semaine en se disant que ça va demander trop de travail. Une fois qu'un plan de trésorerie prévisionnel est construit à la semaine, il y a beaucoup de choses qui sont glissantes, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par abonnement, il n'y a pas de modification majeure sur les salaires. Finalement, ce qu'on a le plus souvent à reprendre, ce sont les balances AG clients et fournisseurs, les charges fiscales, sociales, les crédits, tout ça est relativement connu, les crédits baux. Donc finalement, on a des structures de charges, de décaissement qui sont assez linéaires. Et pour nous, il est vraiment essentiel d'avoir 6 mois si possible, mais au moins les 13 semaines à venir à la semaine. La deuxième chose, c'est que sur la semaine, sur 13 semaines, on connaît de manière assez fine les encaissements et décaissements qu'on va avoir à préciser. Au-delà de 13 semaines, en général, on construit des hypothèses, notamment les hypothèses d'encaissement et décaissement qui sont liées au chiffre d'affaires, à la facturation qu'on va réaliser et aux charges fournisseurs, notamment qu'on va avoir à payer. Ça permet de construire des scénarios de reprise. Donc, il nous paraît important de caler ces scénarios de reprise avec un scénario de trésorerie. Parce qu'on peut se rendre compte effectivement qu'une reprise trop violente met la société en danger à 4 ou 5 mois. Et 4 ou 5 mois, ça laisse largement le temps de trouver des solutions ou d'envisager d'autres schémas de reprise pour l'entreprise. Donc là, on est vraiment dans une lecture stratégique de la trésorerie. Bien sûr, ce plan de trésorerie doit être mis à jour de manière hebdomadaire et de manière glissante. C'est des choses qui se font, une fois de plus, assez facilement, une fois que le prévisionnel est construit. Je vous ai mis un lien vers un modèle de prévisionnel Excel avec toutes les explications, qui est un modèle gratuit qu'on a fourni sur notre site web, donc vous pourrez aller le voir et le télécharger si ça vous intéresse. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail purement financier. On a rappelé quatre notions qui sont importantes et je pense qu'une fois de plus, en période de crise, il s'agit de les suivre. La première notion, c'est la notion de BFR. Le BFR va permettre de voir finalement quel est le besoin de financement de l'activité opérationnelle. Et une fois de plus, on ne va pas remplir. La trésorerie, c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'investissements en actifs durant cette période.
Donc, ce qui est important, c'est de voir effectivement l'évolution de ce besoin en fonds de roulement, donc entre les financements que vous obtenez, enfin le cash qui rentre des clients et le cash que vous avez à sortir pour vos fournisseurs et pour vos dettes fiscales et sociales. Voir une dégradation de ce BFR est bien sûr un phénomène qui peut être inquiétant puisqu'il va de fait dégrader la trésorerie. Les deux autres notions qui sont clés pour nous sont les notions de suivi des délais de règlement clients et fournisseurs. Donc, suivre l'évolution de la balance AG client et de la balance AG fournisseur permet de savoir si finalement on va vers un risque de tension. En général, vous connaissez vos principaux clients, vos principaux fournisseurs, mais on a parfois une vision tronquée. On a l'impression, parce qu'on a fait une grosse rentrée, que les délais sont bons ou restent bons. De la même manière, on peut avoir une impression que la dette fournisseur reste bonne alors qu'on va avoir des factures non parvenues qui arrivent et qui vont dégrader la dette fournisseur de manière importante. Il est important de suivre ces notions de délai de règlement client et fournisseur. Et la dernière chose, c'est bien sûr la rotation des stocks. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais gardez en tête ces 4 ratios qui permettent d'avoir une certaine visibilité sur les risques de trésorerie que vous allez encourir assez rapidement. De notre point de vue, donc pour finir sur cette partie de construction, il y a quand même quelques règles à garder en tête qui sont très simples. Je pense que vous les connaissez tous, mais comme toujours, il est bon parfois de rappeler des évidences. La première chose, c'est qu'on n'interrompt jamais le versement des salaires. Et d'ailleurs, j'aurais dû rajouter des salaires et des charges sociales. Les salaires et les charges sociales, une fois qu'elles ne sont plus payées, vous êtes de facto en cessation de paiement. Donc, il est toujours indispensable de payer les salaires dans le délai maximum des 7 jours après l'échéance de paiement qui est en général à la fin du mois, et les charges sociales liées à ces salaires, puisque, je vous le rappelle, les charges sociales sont des charges qui sont gagnées et reversées par le salarié. Vous n'êtes qu'un organisme collecteur, contrairement aux charges patronales. Donc, salaire et charges sociales vous évitent d'être dans une situation de cessation de paiement. Le deuxième sujet, c'est quels sont mes fournisseurs essentiels. Alors, de facto, je pense que j'ai vu des entreprises pendant cette crise qui réagir en disant quand on a un petit fournisseur, on les paye en priorité. J'ai vu des très grandes entreprises, et vous avez tous entendu parler, j'imagine, de ces cas, qui ont coupé tous les règlements, y compris leurs petits fournisseurs fragiles. Donc, il y a des gens qui agissent avec une belle éthique, et il y en a d'autres qui se comportent, si vous me passez l'expression, comme des margoulins. Toujours est-il que quand vous êtes dans une situation de danger, la première question à vous poser, c'est comment je vais pouvoir sauvegarder mon activité, sauvegarder l'emploi, et de fait, quels sont les fournisseurs clés pour moi qui vont me permettre de ne pas interrompre ma chaîne de production, donc de ne pas interrompre mon activité. Et sur ce point-là, Pierre, tu as tout à fait raison de mentionner ça. Personnellement aussi, ma recommandation, c'est de dire ouvrez le dialogue. Et la meilleure chose à faire, c'est d'avoir des vraies conversations honnêtes, ouvertes, autant avec vos clients qu'avec vos fournisseurs. Et finalement, il y a éventuellement des contraintes contractuelles qui feraient que vous devriez payer ou pas, d'autres qui sont plus stratégiques et ou éthiques. Et je pense qu'à chaque fois qu'on l'a vu, quand vous avez un vrai dialogue, vous allez pouvoir négocier, aménager des choses, et éventuellement payer ceux qui sont dépendants économiquement de vous, parce qu'ils vont vous privilégier autrement, en vous servant peut-être en priorité par rapport à d'autres. Et ce n'est pas que les délais de paiement qui comptent. Et tout ça, pour moi, c'est que du bon sens. Mais malheureusement, souvent, c'est oublié. Et en période de crise, on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. On pense qu'il faut focaliser sur les chiffres, le pilotage d'urgence, alors que je pense que les négociations et les contacts humains peuvent apporter énormément de solutions, en tout cas à ces problèmes, par rapport à si on vous assigne ou pas, par rapport à ce qu'on peut faire avec autant ses clients que ses fournisseurs. On verra par la suite aussi avec éventuellement des aides et ou des créanciers comme des banquiers ou d'autres.
Merci Joe. Là, je vais revenir sur ce point qui est vraiment essentiel, sur ce dialogue, hein, parce que j'ai quelques anecdotes assez intéressantes sur le sujet, assez récentes. Le troisième point, c'est la réflexion en grande masse. J'y suis déjà, je l'ai déjà évoqué. Je l'évoque de nouveau parce que c'est un point essentiel. J'ai vu des entrepreneurs me dire bah, j'ai entamé une négociation pour baisser mes coûts de téléphonie mobile, j'ai entamé des négociations avec mes assurances pour baisser mes coûts d'assurance. Et quand on regarde en fait en grande masse ce que représentent ces économies éventuelles avec un impact cash à venir assez rapidement certes, mais ces économies par rapport à l'enjeu de l'impasse de cash possible, c'était absolument ridicule. C'est-à-dire que ces dirigeants étaient en train de mettre une énergie considérable dans des choses qui n'allaient pas les sauver. Donc, il est clé de garder en tête le dimensionnement des enjeux de manière à pouvoir mettre en place des leviers qui correspondent à ces enjeux. Et c'est un point essentiel. Si vous êtes en période de crise, si vous avez un risque d'impasse de trésorerie, dimensionnez ce risque d'impasse et prenez des décisions stratégiques ou activez des effets de levier qui sont à la hauteur de ce risque d'impasse. Sinon, vous ne résoudrez aucun problème. Et de nouveau, là, on revient bien sur une vision stratégique de pilotage et non pas sur une vision qui est intéressante. Je ne dis pas que l'exercice ne doit pas être fait, il doit être fait, mais la vision de réduction des coûts de charges fixes peut être une vision très limitante des enjeux à venir de l'entreprise. Le dernier point, et on va y revenir, c'est que en matière de recherche d'effets de levier, l'imagination est reine. Il n'y a pas de limite à se poser. Le dialogue facilite beaucoup de choses et j'ai beaucoup d'exemples, je n'aurai pas le temps de tous les citer, d'entreprises sur lesquelles on est intervenu ou qui seules ont mis en place des leviers qui ont permis de faire des miracles alors même qu'elles pensaient qu'elles allaient droit dans le mur et droit au tribunal de commerce, dans des discussions notamment avec leurs clients et leurs fournisseurs, des cas que Joe connaît, dans lesquels on a pu mettre en place des discussions avec des clients pour financer de la pré-série, donc dans le cadre de vrais partenariats, avec des fournisseurs qui ont accepté de mettre en place, de porter les stocks, des choses de ce type-là. On va y revenir de manière un peu plus structurée, mais effectivement, on peut avoir peur de lancer certaines actions. Pour autant, le dialogue permet de déverrouiller pas mal de choses. Voilà sur cette première partie de construction. Une fois de plus, si vous souhaitez rentrer dans le détail de quelle manière on construit tout ça, je vous invite à aller voir les ressources qui sont mises à votre disposition. Je vous propose qu'on passe Merci sur les beaucoup, Pierre. leviers. Oui. Merci Pierre pour ce balayage. On peut peut-être arrêter le partage d'écran pour un moment. Je voudrais juste faire une pause là pour prendre d'autres questions. Cette partie était un peu technique. Il fallait balayer d'abord l'importance et vous montrer qu'est-ce que ça comprend de construire un plan de trésorerie. Dans la deuxième partie, ça va être plutôt les leviers à actionner, en commençant par une checklist, mais c'est plus dans les modalités de comment on les actionne et à quel moment que vous allez pouvoir réagir dans les temps et maximiser l'effet ou l'impact des mesures que vous allez prendre. Donc, avant de passer à cette deuxième partie, je voulais juste m'assurer que si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Pierre, est-ce que tu peux mettre dans le chat le lien vers l'outil de construction de plan de trésorerie que vous avez mis à disposition? Ça peut être utile pour ceux qui le veulent. Mais dans la presse, je vais essayer de le mettre dans le chat. Mais je vous garantis pas que je vais y arriver. On vous le transmettra, vous inquiétez pas, ce sera fait avec d'ailleurs la totalité de la présentation, vous allez avoir ça de toute façon. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions avant de passer au levier? En gros, les décisions stratégiques que peut prendre un dirigeant basées sur les connaissances des besoins de trésorerie pour anticiper, négocier, mettre les mesures en place pour passer le cap. Aucune question. Vous avez a priori le lien, je vois dans le chat. Merci Pierre. Une question? Tout est clair. Je continue.
Ben, il semblerait. Ben, on va continuer du coup dans la... J'ai peut-être une question parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont posés effectivement un certain nombre de questions sur ce qu'il fallait activer. On a beaucoup parlé des plans construits par l'État. Est-ce que tu veux y revenir plus tard ou est-ce qu'on l'évoque Oui. maintenant? Donc, bah, c'est bien. Savoir finalement Allô? qui a activé ces plans, que ce soit le PGE, les reports de charges, il y a eu pas mal de modalités. Donc, savoir finalement si vous les avez activés, si ça a été facile à activer, Oui. si vous avez déjà des réponses, Merci etc. Pierre, j'avais oublié qu'on avait prévu de poser cette question. Je vois que Raymond a une question. Oui, Raymond. Oui, bah, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que donc si on a mobilisé un PGE, on doit le rembourser au bout d'un an ou on doit l'étaler sur 5 ans. Donc la prévision, et puis on peut avoir reporté d'autres prêts, donc la prévision de trésorerie, enfin nous on l'a faisait sur 3 ans, on l'a porté à 5 ans pour intégrer effectivement la meilleure logique de remboursement du PGE. Très bien. Alors, première question, vous pouvez peut-être répondre dans le chat, on ne va pas faire un questionnaire pour ça. Est-ce que vous pouvez mettre un +1 dans le chat si vous avez obtenu un PGE ou en fait l'équivalent, c'est-à-dire une des emprunts qui sont des aides de l'État? Donc je vois 1, 2 fois, 3 fois. Raymond, je te compte même si c'est que la main levée. Très bien, merci. Ok. Benoît, Patrick. Ok. Alors, je vois quelques réponses. Bon, cela dit pas beaucoup. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir comment vous l'avez dimensionné. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pris le maximum autorisé systématiquement ou est-ce que vous avez dimensionné le montant que vous avez sollicité pour votre PGE? Qui voudrait partager avec nous comment vous avez dimensionné le montant demandé? Moi, Donc Raymond, je sais que tu es, voilà, très bien, tu es en live. Alors moi, je m'occupe de promotion immobilière. On a un chiffre d'affaires entre 100 et 120 millions à peu près par an. Et, et on vend à peu près 600 à 700 logements par an. Donc, notre activité s'est trouvée effectivement impactée par la logique de faire face à la période de confinement. Mais ça fait en fait un report de recettes, etc., qui vont se manifester en fin d'année et en début d'année prochaine. Donc, on a effectivement fait un plan financier qui nous permette de bien apprécier ces périodes. Ensuite, on travaille avec plusieurs banques. Donc, alors, en tant que promoteur immobilier, on n'est pas éligible à la BPI, mais il y a une ligne de crédit qui a été réservée à notre type d'entreprise. Donc, disons que c'est assez parallèle à un PGE. On travaille avec un ensemble de banques. Donc, la banque qui devait porter le prêt était notre banque de référence, hein, là où nous avons nos comptes courants, etc. Par contre, il a fallu que nous constituions un pool de banques. Attendez, 30 secondes. Ah. Les aléas du live. Mais... Du direct. Pardon. Je lis les commentaires. Alors, je vois 2 commentaires, on va les prendre pendant le retour de Raymond. J'en profite pour commenter. Oui. Pardon, Raymond est de retour. Oui. Donc, avec ces simulations, on avait droit à un PGE d'un certain montant et nos simulations ont fait qu'on en a demandé 65%. Et avec des remboursements étalés, a priori, nos banques et les banquiers ont effectivement constitué un pool. Ceux qui avaient des trop petits encours avec nous n'ont pas été retenus, hein, soit à leur demande, soit à la demande du pool. Et donc, nous sommes en train d'aboutir.
nos chers financiers nous disent qu'on devrait être clair d'ici, avant la fin du mois de juin. Mais ça, 2 mois de travail quand même. Donc, bon, merci pour ce partage, Raymond. J'ai vu 2 ou 3 autres commentaires qui ont dit qu'ils ont demandé le maximum de PGE. Je laisserai Pierre commenter aussi, mais nos recommandations, de toute façon, c'était de prendre le maximum autorisé, mais on est le maximum à l'appel des fonds. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dépenser nécessairement. La prudence, c'est de mettre plutôt le cash dans votre compte en banque et de le laisser de côté au cas où vous avez des besoins qui dépasseraient vos estimations. Ça, c'est un peu la part d'incertitude. Et au bout des 12 mois, si cet argent n'a pas été utilisé, effectivement, vous allez le rembourser à ce moment-là. Et s'il y a une partie d'ici 12 mois qui vous paraît nécessaire pour la suite, c'est là où vous allez négocier la conversion de tout ou une partie sur un prêt de 3 à 5 ans. Les conditions ne sont pas encore super claires, mais elles vont se clarifier, je pense, d'ici là. Mais la prudence, si vous avez les moyens, c'est de prendre le maximum autorisé, de le laisser sous la main, ne pas aller le flamber d'un coup, et plutôt mettre le filtre à la dépense plutôt qu'à l'entrée du cash. Pierre. Oui, alors 2 remarques. Concernant le prêt à taux zéro, enfin le PGE, effectivement, moi j'ai pas mal de retours sur la difficulté de certaines entreprises à l'activer avec beaucoup d'allers-retours, beaucoup de temps passé à la construction du dossier. Donc effectivement, c'est à la fois très intéressant, très tentant. Il ne faut surtout pas oublier que c'est une dette qui sera remboursée. Mais au-delà de ça, il faut être certain que le temps consacré à la construction du dossier est consacré à bon escient. Et attention aux allers-retours et aux banques qui, en fait, ne veulent pas nécessairement vous prêter d'argent, puisqu'effectivement, elles doivent contre-garantir 10% de la somme sans caution et sans garantie. Comme le dit Gaël, effectivement, il n'y a pas de garantie personnelle pour le dirigeant. Donc, c'est un point extrêmement intéressant, mais qui en fait, peuvent vous balader durant un certain temps. Concernant le commentaire de Rodolphe, que je salue, puisque je ne l'avais pas vu depuis une rencontre avec Stéphane Zadella il y a quand même quelques années maintenant. Bonjour Rodolphe. Entièrement d'accord, et je pense qu'on parlait d'éthique tout à l'heure sur la chaîne client-fournisseur. Je pense, j'ai des anecdotes comme ça, y compris de startups qui avaient de la trésor et qui ont payé en avance certains de leurs fournisseurs, ou qui ont accepté des reports de paiement de certains clients pour rester dans une dynamique de partenariat, et qui ont vu par contre des gros fournisseurs changer les conditions de règlement de manière unilatérale. Donc je suis entièrement d'accord. C'est à la fois une période intéressante et qui peut être violente, qui crée des risques sur les chaînes de livraison globale, mais c'est aussi une période durant laquelle vous allez pouvoir compter les gens sur qui vous pouvez justement compter. Et je pense que là, l'éthique de chacun doit prendre le pas sur uniquement les aspects purement financiers. Je pense qu'en sortir de crise, on comptera effectivement les gens qui se sont bien comportés et ceux qui se sont mal comportés. Donc j'adhère totalement à ce commentaire. Est-ce que je repartage mon écran? Tout à fait. Si tu veux bien, on va passer sur les leviers et on reprendra d'autres questions après, parce que voilà, il y a plusieurs cordes à l'arc que va nous présenter Pierre. Le premier étant bien sûr toutes ces mesures prises de façon exceptionnelle par le gouvernement, mais pas que, puisque… Tout à fait. Alors, on l'a dit tout à l'heure, je vais repasser très vite dessus, mais un prévisionnel, ça sert à quoi? Ça sert à prévoir, mais ça sert aussi à créer des scénarios de ce qui va se passer. Tout à l'heure, donc la personne qui témoignait parlait d'un plan de trésor à 5 ans. Donc là, on est vraiment dans de la construction de scénarios. C'est vrai que quand on parle du prévisionnel de trésorerie stratégique sur lequel on travaille nous, on est sur 6 mois, donc on est sur des échéances plus court terme.
qui permettent d'envisager les scénarios qu'on peut construire pour sortir de la crise. Et c'est un outil qui, derrière, peut continuer de vivre. On n'est pas sur de la construction de prévisionnel pluriannuel qui va permettre de lier l'activité à la trésorerie, enfin plutôt l'inverse, la trésorerie à l'activité, et de voir effectivement quel est l'impact d'un business plan sur une trésorerie. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même type d'outil. Toujours est-il qu'on va pouvoir effectivement évaluer quels sont les scénarios les plus probables, faire des crash tests, voir où sont les zones de risque et identifier ces leviers sur lesquels on va passer tout de suite. Je l'ai dit, Joe l'a dit, je le rappelle, faire preuve d'audace et d'imagination pour nous est un élément clé. Je vais vous citer un certain nombre de leviers possibles. Vous en avez peut-être imaginé ou vécu d'autres. Surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences sur tous ces sujets. Je pense que c'est ce qui fait la richesse de ces ateliers, c'est le partage d'expériences. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'à partir du moment où on se met des limites intellectuelles, les limites sont atteintes. Comme dans un certain nombre de choses, il faut pouvoir penser en dehors de la boîte et on a parfois des surprises, notamment avec ses clients et ses fournisseurs, plus qu'avec ses banquiers. Je ne sais pas s'il y a des banquiers dans l'assistance, mais souvent plus qu'avec ses banquiers. De façon générale, en dehors de la crise, ceux qui me connaissent, je suis un grand adepte à promouvoir le financement par des jeux de trésorerie, d'avance de trésorerie, qu'on peut avoir notamment par son écosystème, à la fois des clients qui vont passer commande à l'avance ou des fournisseurs qui vont apporter quelque chose, pas nécessairement du cash, mais de l'équivalent. Ça peut être du stock qu'ils peuvent porter, ça peut être de l'accès à des ressources. Tout ça, en temps normal, peut donner un financement en quantité significative pour les entreprises, qu'elles soient en développement, en création ou en croissance. Et ces mêmes leviers, par l'imagination, la créativité et le dialogue, peuvent être autant mobilisés par temps de crise. Donc, ne sous-estimez pas combien, dans un écosystème, des gens qui ont compris l'importance de garder de bonnes relations et qui ont du cash disponible ou des ressources disponibles, mais qui sont équivalents de cash pour vous, pourraient être mobilisés ou mobilisables. On a classé on va passer en revue 7 leviers assez vite. On a systématiquement classé les leviers dans 2 catégories, parce que je pense qu'il est important de rappeler cette petite notion-là. Il y a un premier levier qui consiste à mobiliser la trésorerie opérationnelle, donc optimiser le BFR, c'est-à-dire améliorer les encaissements clients, le cas échéant retarder les encaissements fournisseurs, les décaissements fournisseurs, ce qui ne veut pas dire que ça doit se faire en passage en force, pour reprendre la remarque de Rodolphe de tout à l'heure. Il peut y avoir des discussions très constructives avec les fournisseurs, faire évoluer les sujets de rotation des stocks. Le deuxième sujet, c'est d'aller chercher du cash, de nouvelles sources de cash. On a parlé du PGE, qui paraît être la source la plus évidente. Il y a tout un ensemble d'autres sources qu'on peut aller mobiliser. Donc, dans un cas, on va quelque part améliorer l'efficacité. Dans l'autre cas, on va aller chercher de nouvelles sources. Attention, dans ces sources, il y a des sources qui sont des sources durables et d'autres sources qui sont des sources de type dette qu'il va falloir rembourser un jour. On m'a beaucoup parlé, par exemple, du report des URSSAF. Report de 3 mois, ça veut dire que globalement, vous n'allez pas décaisser des URSSAF durant la crise, que vous allez devoir décaisser au moment de la reprise, au moment de la réaccélération. Ça peut être extrêmement dangereux comme source de cash pour les gens qui l'ont mobilisé. Ça permet d'acheter 3 mois de temps, mais ça n'est pas plus. Première chose, bien évidemment, les mesures d'urgence liées au Covid. Donc, il y a des très bons papiers, là aussi, dans les ressources qu'on met à disposition. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur ce sujet. Il y a notamment un cabinet d'experts comptables avec lequel on travaille un peu, qui a fait un excellent papier qui résume toutes les mesures possibles et imaginables que l'on peut mobiliser.
ne va pas passer trop de temps là-dessus. La seule chose que je souhaitais mettre en évidence, c'est qu'effectivement, sur la trésorerie opérationnelle qui est mobilisable, c'est-à-dire les reports d'échéance, soyez très prudents sur des reports d'échéance qui se font à très court terme, parce que l'impact cash d'ici 2-3 mois peut être très violent. Quand on reporte son loyer, quand on reporte les échéances fiscales et sociales, là on peut avoir un vrai effet ciseau à la sortie de crise. Sur le PGE, bien évidemment, il faut le mobiliser si vous le pouvez. Gardez en tête qu'il va falloir le rembourser. Les conditions de remboursement ne sont pas encore fixées par les banques au-delà de la première année. Là, on va voir ce que les banques font. Pour le coup, il n'y a pas de contre-garantie demandée aux dirigeants, donc de toute façon, il faut le mobiliser dans la mesure du possible. Il y a pas mal d'autres dispositifs qui ont été mis en place dans les régions par la BPI. Donc là aussi, je vous conseille de faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est mobilisable. Il y a des choses qui paraissent peut-être moins évidentes que le PGE. Pour autant, elles sont très intéressantes. Bien évidemment, le chômage partiel, je pense que ça a été une des premières mesures prises par les uns et les autres quand c'était nécessaire. Deuxième levier, mobiliser les clients. On l'a déjà pas mal évoqué avec Joe. Il y a pas mal de choses qui sont faisables en la matière et souvent, on a peur en allant discuter avec ses clients de perdre ses clients, de pâtir d'une mauvaise image, finalement d'une répercussion d'une discussion éventuelle. De ce fait, quand vous avez une relation privilégiée avec vos clients, parce que vous êtes un fournisseur essentiel, vous pouvez essayer d'imaginer ce que vous pourriez construire avec vos clients pour préfinancer des choses, pour apporter de la trésorerie. Moi, je connais des entreprises avec lesquelles je travaille qui ont énormément de trésorerie à l'heure actuelle, qui peuvent aussi escompter les factures. Effectivement, en termes de rentabilité, vous baissez un petit peu votre rentabilité, mais la trésorerie disponible immédiatement achète du temps. Donc, ne sous-estimez pas ces pistes. Et je pense qu'une fois de plus, quand on se met dans un dialogue privilégié, y compris avec un client, qui ne soit pas un dialogue dur que certaines entreprises en profitent pour avoir, je ne dis pas le contraire, mais qui soit un dialogue constructif, on arrive à mobiliser des choses. J'ai vu des financements de pré-série. Il y a des clients qui sont capables de préfinancer contre des garanties des achats futurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en la matière. Souvent, l'élément limitant, c'est soi-même et sa peur. C'est souvent le cas dans beaucoup de choses. Alors, un des exemples vécus aussi sur les clients, c'est qu'on a souvent la tendance à demander aux clients de payer un acompte par rapport aux commandes actuelles. Pour le peu que ce client soit en croissance dans ses besoins, c'est-à-dire qu'ils vont vous commander 10 unités maintenant, 20 plus tard, puis 50, puis 100, une des façons de mobiliser du cash, c'est de prendre des cycles longs et de négocier avec ce client quel est le volume d'affaires qu'on va faire avec eux sur une période de 12 mois ou même de 24 mois, de prendre la totalité de ce montant, peut-être le réduire, mais proposer du coup de lisser la trésorerie en disant sur les 12 ou 24 mois prochains, voilà le volume d'affaires qu'on va faire ensemble. Au lieu de nous payer 25% des 10, puis 25% des 20 et des 50, on va prendre la totalité des 2000 peut-être qu'on va faire dans les 2 ans, et vous allez nous payer une fraction des 2000 chaque mois, ce qui vous donne énormément de trésorerie au départ. Et si ce n'est pas remboursé dans les 12 mois ou 18 mois, ça prendra 24 ou 30 mois. On est en business avec le client, il vous fait confiance et ça peut être une source énorme de cash au-delà du business que vous faites avec eux au mois le mois. Voilà encore une des astuces. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça vaut la peine quand même de le tenter pour les clients qui ont compris pourquoi ils font du business avec vous et pas quelqu'un d'autre. Si vous êtes vous-même du coup un prestataire ou fournisseur stratégique, il y a plein de choses aménageables aussi simples que celle-là. Alors, je te remercie de prendre cet exemple, Jo.
que j'ai activé moi-même pour notre cabinet avec un client qui est un client très récurrent et sur lequel je viens de trouver un accord de lissage de la facturation et de la trésorerie sur 12 mois, alors que le gros impact sera pour lui plutôt sur la deuxième partie d'année. Donc voilà, je pense que c'est un bon exemple et il ne faut pas avoir peur là de nouveau à activer ce genre de choses. Sur les fournisseurs, de la même manière, il y a des choses assez intéressantes à mettre en œuvre le cas échéant. Il y en a, j'ai deux exemples que j'aime bien prendre. J'ai un exemple d'une entreprise pour laquelle on est intervenu qui avait qui faisait globalement, qui mettait des choses en boîte. Et la partie fourniture des boîtes était un poste très lourd, représentant, je crois que c'était 15% des achats. En fait, donc on est allé négocier le fait que contre une visibilité sur le planning de production et une lecture presque directe hebdomadaire avec un prévisionnel à plusieurs mois du planning de production, le fournisseur stockait la totalité des boîtes utilisées par notre client et portait le financement de ce stock jusqu'à l'utilisation qui était déclenchée à la semaine en fonction du planning de production. Donc, on a déporté 2 mois d'achat d'un coup en termes de BFR vers le fournisseur qui l'a accepté contre un partenariat privilégié sur le long terme et une vraie visibilité sur plusieurs mois sur la production. Donc ça, c'est un exemple de choses qui peut être faites quand vous avez des achats avec des partenaires pour qui vous êtes important et qui sont importants pour vous. Autre exemple, effectivement, sur la colonne de droite, sur les nouvelles sources de cash, on était intervenu également sur un client industriel qui avait un fournisseur essentiel de matières premières. Et en fait, le fournisseur qui avait pléthore de trésorerie et de stock a accepté de financer 9 mois de stock, ce qui était absolument considérable, donc ce qui a sauvé bien évidemment la société. Et ce stock a été financé contre garantie. Donc la société a effectivement apporté un certain nombre de garanties, mais c'est bien le fournisseur qui a sauvé la société. C'était des matières premières qui représentaient là plus de 50% des coûts variables et les coûts variables représentaient 80% du chiffre d'affaires. C'était absolument colossal. Et de ce fait, là, ce partenariat est un partenariat qui est devenu non pas capitalistique, mais quasi capitalistique, puisque c'est bien le fournisseur qui a apporté la survie de l'entreprise. C'est quelque chose que j'ai vu à plusieurs reprises. J'ai vu ça dans l'agroalimentaire, j'ai vu ça dans le bois, et j'ai vu ça également dans la presse, où je pense que les gens qui ont travaillé dans la presse ont vu à de nombreuses reprises, notamment un gros imprimeur français sauver pas mal de journaux. Voilà, en portant le coût d'impression pendant de longues périodes. Alors, je rappelle à ce titre que c'est une source de financement en fait qui est très très vieille et qui est une pratique quasi courante, voire même traditionnelle, dans tout ce qui est notamment restauration et bar et café. Je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis très 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 longtemps, ce qui finance les aménagements en fait, pour l'ouverture de bars, de cafés ou de restaurants, c'est d'un côté les fournisseurs de bière qui vont avancer le cash carrément pour ouvrir ou faire les travaux dans le restaurant parfois, donc au-delà des banques. Et les vendeurs de café font exactement la même chose. Donc, c'est des sociétés qui ont l'habitude, qui ont intégré dans leur modèle, parce qu'elles ont beaucoup de cash, de financer contre un accord de livraison plutôt exclusive en fait, d'une gamme de boissons, d'un côté en fait, boissons chaudes ou boissons fraîches. C'est à la fois les bières et les eaux minérales, etc. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez même quasiment décoder
en fonction des gammes de boissons qui sont servies ou les marques de café qui sont les financiers derrière. Voilà, donc intéressant. Et je suis sûr, il y a plein d'autres exemples qui s'appliquent à d'autres secteurs. Donc, je pense qu'effectivement, la mobilisation des fournisseurs est un des éléments clés. Parfois, on a également peur de perdre ses fournisseurs, d'être mal noté, etc. Mais je prends une question oui. tout de suite, si tu veux bien, Pierre. En fait, deux questions. La première, c'est où on va trouver toutes les ressources. Donc, tu as mentionné le cabinet comptable. Si tu veux bien, on va l'inclure et on le mettra dans la présentation finale qui sera envoyée à tout le monde. Mais la question immédiate, c'est est-ce qu'il y a un risque de soutien abusif dans ce cas-là? Ça, c'est toujours une question compliquée. La définition des soutiens abusifs. Très clairement, c'est toujours un sujet qui est débattu. Il doit y avoir aucune intrusion dans la gestion, ça c'est certain. C'est-à-dire que chacun doit rester à sa place. J'ai pas vu de cas, dans les cas que j'ai vu passer au tribunal, dans lesquels, sachant qu'il n'y avait pas de lien capitalistique, qu'il n'y avait pas de décision prise par le management de l'entreprise, enfin par le management de l'entreprise du fournisseur dans le cadre de l'entreprise cliente, je n'ai pas vu d'appel en soutien abusif. Les seuls soutiens abusifs que j'ai pu voir, c'est effectivement des banques qui vont au-delà des autorisations bancaires. Et je pense que maintenant, elles sont de plus en plus vigilantes. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de cas comme ça. J'en ai pas vu. À partir du moment où il y a une intrusion dans les décisions, là, effectivement, on peut être requalifié de soutien abusif. Dans les exemples que je vous ai cités, j'en ai vu quand même un certain nombre passer, je n'ai pas vu. Il faut toujours être vigilant avec ce point-là. En général, quand on a un doute, moi, je fais appel à un avocat avec qui on reprécise les contours de manière à vérifier qu'on met bien en place tout ce qu'il faut pour avoir une étanchéité totale. Voilà. Alors après, tous les tribunaux de commerce ne se comportent pas non plus de la même manière, et tous les juges des tribunaux de commerce sur cette notion de soutien abusif. J'ai entendu, je suis intervenu au tribunal de Grenoble il y a quelques années, où effectivement un des juges du tribunal de commerce de Grenoble avait décidé qu'il fallait, dans la mesure du possible, impliquer dans les procédures des tiers qui pouvaient être appelés en soutien abusif, voire même le management, de manière plus systématique que de raison. Maintenant, il y a des tribunaux qui ont des comportements très différents. Donc, il n'y a pas de réponse universelle sur le sujet. Très bien. Merci Pierre. Mais c'est un point de vigilance, en tout cas. Très bien. Pierre, est-ce que tu veux bien balayer? Oui, on va aller très vite. Parce que je pense qu'ils seront faciles à comprendre. Je voudrais laisser quelques minutes encore avec questions, mais en réaction à ce qu'on a, parce que le reste, vous allez voir. Bon. Céder des actifs non essentiels, refinancer de l'immobilier, refinancer du mobilier, refinancer des crédits baux. Il y a plein de solutions pour refinancer certains actifs. Toutes ne sont pas bonnes, mais il faut les étudier, vendre des stocks dormants, avoir une réflexion stratégique sur finalement les produits avec les meilleures rotations, les produits qui ont des mauvaises rotations, est-ce que ce sont des produits stratégiques pour nos clients? Est-ce qu'on en profite pour revoir nos gammes de produits et céder même avec un discount fort une partie de nos actifs? Ça fait partie des réflexions qui nous paraissent très intéressantes et sur lesquelles on a mis pas mal de choses en place. Toujours est-il que la trésorerie est clé, donc faire des moins-values sur des stocks n'est pas très grave si la trésorerie permet de sauver l'entreprise. De la même manière, il faut faire attention à ne pas céder des actifs qui mettent en danger l'activité. On rentre dans le détail là aussi dans tout un ensemble de documents. Mobiliser les partenaires financiers, alors rééchelonner la dette, rééchelonner les crédits baux, tout ça peut demander pour le coup de passer en mandat ad hoc, en procédure de conciliation, donc de faire appel à des intermédiaires qui vont permettre d'avoir des discussions plus simples. Il y a médiateurs du crédit et de nouveaux
pas mal sollicité. Donc, il y a pas mal de manières de faire ça. Si vous appelez crédit bailleur ou votre banque en disant « je voudrais renégocier l'échéancier », vous n'allez pas nécessairement avoir une réponse positive. Si vous commencez à activer des procédures de type conciliation, mandat ad hoc ou le médiateur du crédit, ce sera peut-être plus simple. Là aussi, on a beaucoup d'exemples de procédures en mandat ad hoc ou en procédure de conciliation qui ont permis de finalement débloquer des situations, y compris dans des situations extrêmement compliquées avec beaucoup de gens autour de la table. J'ai un exemple sur lequel je passerai très vite, mais il y avait 20 crédits bailleurs autour de la table qui finançaient tout l'outil de production et on était en 3e mandat ad hoc. Le fait de passer en mandat ad hoc a permis de débloquer la situation. Attention aux cautions et garanties personnelles. Souvent, le fait de négocier avec sa banque un report d'échéance fait que la banque va vous demander des contreparties et c'est le moment, en général, les périodes de fragilité durant lesquelles la banque en profite pour prendre des cautions personnelles du dirigeant. Voilà, un gros point de vigilance sur ce genre de situation. Les banques sont un peu embêtées à ce niveau-là par le PGE puisqu'il n'y a pas de garantie personnelle. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure. Faites attention. En tant que dirigeant, vous avez déjà une énorme pression pour continuer à faire courir votre entreprise, à la faire avancer et à la sauver si elle est en difficulté. Se rajouter des cautions personnelles peut parfois donner l'impression que c'est la dernière solution possible. Ça rajoute une pression colossale sur la tête du dirigeant et de fait sur sa famille. Donc, on met toujours un gros point de vigilance de notre point de vue. C'est vraiment la solution de dernier recours. Et encore, si c'est la solution de dernier recours, peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Les échéances fiscales, c'est quelque chose qui est assez facile à activer. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, il faut être à jour sur les salaires et les charges sociales, être à jour de ses déclarations. Mais on peut activer un dispositif qui s'appelle le CCSF, qui inclut les charges patronales, les URSSAF, un certain nombre de dettes, et qui, à partir du moment où vous avez un plan de trésorerie qui là va être nécessaire, et un plan d'activité ou un business plan qui paraissent viables, permettent d'étaler, je crois que c'est jusqu'à 18 mois, je n'ai pas révisé, l'ensemble de ces dettes. Ça se négocie donc avec une commission qui s'appelle le CCSF. Elle est assez facile à activer. Il ne faut pas être trop en retard. Il y a une limite à partir de laquelle les URSSAF, en général, commencent à envoyer des huissiers et commencent à prélever directement sur vos comptes. Donc, voilà, c'est quelque chose qui permet de reporter pas mal de charges, mais qu'il faut activer dans les 3-4 mois maximum, en général, d'impayés. Dernier levier, mobiliser les actionnaires. Alors, c'est pas toujours simple, ça peut prendre du temps. Il y a quand même une solution si vous avez des actionnaires dont vous êtes proche, qui ne sont pas des fonds, qui peuvent être des particuliers, des groupes, qui est de mobiliser du compte courant. J'ai un exemple comme ça de compte courant mobilisé dans la nuit. C'est-à-dire que le banquier avait refusé de faire les salaires, de passer les salaires, a prévenu le client la veille au soir, qui a appelé ses actionnaires privés et un des actionnaires privés a fait un virement le lendemain matin en compte courant qui a permis de faire passer les salaires. Donc ça paraît être une solution pas toujours simple à mettre en œuvre, ça dépend du contexte capitalistique, mais effectivement, elle peut être une bonne solution. À partir du moment où on parle d'augmentation de capital, d'apport en capital, de réorganisation du capital, effectivement, on est dans des solutions un petit peu plus complexes. Voilà, j'en ai fini. Dans la présentation, j'ai mis des liens vers tout un ensemble d'articles qu'on a écrits sur ce sujet et qui permettent de télécharger un certain nombre de ressources qui sont toutes à disposition gratuitement. Voilà, merci à tous. Merci encore, Pierre. Je suis à votre disposition pour toute question. Je te laisse reprendre la main. Arrêtez le partage d'écran, comme ça on a une vision peut-être plus globale d'ensemble. Donc on a le temps pour peut-être deux, trois questions si vous en avez. J'en profite en fait pour reprendre un commentaire qu'on a reçu entre-temps, c'est qu'il y a aussi une autre façon de faire qui est la réduction des coûts, notamment d'optimiser les coûts variables d'achat, etc. Bien sûr, ce sont d'autres leviers, mais c'est des leviers qui vont améliorer la rentabilité
Et bien sûr, c'est important d'optimiser la rentabilité de l'entreprise. Là, aujourd'hui, on parlait de ce qui mobilisait du cash au-delà de tout ce qui peut éventuellement optimiser la rentabilité. Donc, il y a plein d'autres leviers en fait qui sont possibles. On peut travailler sur les deux extrêmes, c'est-à-dire à la fois le prix, les coûts de commercialisation et de l'autre côté les coûts d'achat. Bien sûr, les coûts de fonctionnement, les coûts administratifs, bon, tout ça, c'est d'autres leviers qui sont plus à vocation d'optimiser ou de maximiser la rentabilité, qui vont avoir des effets plus ou moins court terme, moyen ou long terme. Et là, on parlait spécifiquement de ce qui mobilise du cash à périmètre constant de rentabilité. Oui, de toute façon, je partage avec toi ce point. L'exercice de réduction des coûts doit être fait d'une manière ou d'une autre à un moment dans des périodes comme ça. Mais il doit être fait intelligemment, en relation avec un plan stratégique. On a vu trop de coupes faites dans les coûts fixes, même fixes, qui étaient faits pour diminuer, abaisser le point mort, mais qui pour autant pouvaient impacter l'activité. Donc cet exercice de réduction de coûts est à faire en relation avec un plan stratégique. Alors, je passe encore un message que Frédéric Midi a voulu passer en privé discrètement, qui dit que oui, effectivement, les cabinets de réduction de coûts le font, mais ils peuvent aussi activer des leviers sur le cash uniquement, et notamment pour les factures d'énergie, de flotte de véhicules, etc. Donc, il y a des cabinets qui savent faire à la fois l'optimisation des coûts, mais qui seraient aussi spécialisés, ou en tout cas qui peuvent avoir un effet sur la mobilisation de cash au-delà de la réduction des coûts. Bon à savoir. Merci pour l'info, Frédéric. Une autre question avant de clôturer. Eh bien, du coup, merci à tous en tout cas de votre attention et n'hésitez pas à utiliser les ressources qu'on a voulu mettre à disposition gratuitement justement pour essayer d'aider toute entreprise qui peut sauver des emplois et sauver notre tissu industriel à perdurer dans ces moments difficiles. Et puis bon courage à tous pour les semaines à traverser. Merci Pierre pour ce résumé vraiment très systématique de cette approche. Les détails, vous allez voir, vous les aurez, et c'est à vous de voir quel est le niveau de détail stratégique pour vous, pour pouvoir le mettre en place rapidement et agir vite. N'hésitez pas, comme on l'a dit, d'être vraiment créatif et de prendre l'initiative en tant qu'entrepreneur pour aller chercher et activer tous les leviers possibles. Et puis, je vous donne personnellement rendez-vous, je pense que le prochain atelier, ce sera le 2 juin, où on va, suite à comment organiser la reprise selon le modèle effectual, parler de quel est le leadership le plus approprié, à la fois pendant et post-crise. Et je pense qu'on aura aussi des choses à dire. Un grand merci encore une fois à l'association, aux personnes qui ont rendu ce séminaire possible. Merci Magali particulièrement qui est avec nous. Et je vous dis du coup au revoir et à bientôt. Merci Joe.